Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'aborder ce sujet avec vous parce que ça fait très longtemps que je souhaite le faire. Je ne le mentionne pas sur la page Instagram Grandeur Noire, mais je suis mélomane et je suis particulièrement adepte de la musique dancehall. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez maintenant l'habitude, je vous donne quelques nouvelles de Grandeur Noire. Pour ceux qui ont raté l'information, je rappelle la création de Grandeur Noire Édition. Le but étant de proposer de plus en plus de livres, de jeux, de calendriers, de supports en fait, qui non seulement nourrissent notre estime de nous-mêmes, mais également participent à une meilleure connaissance de notre passé, de nos héros, des faits historiques qu'on ignore. Le premier ouvrage de cette maison d'édition, il s'agit de mon deuxième livre, un conte intitulé Walata, et qui a été illustré encore une fois par Wesley Dupré parce que je ne peux plus me passer de son talent. Il a vraiment un énorme talent. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa page Instagram. Elle est en lien dans la barre d'infos. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est très flexible, donc qui a des styles différents et qui utilise des matériaux différents. Donc pour le conte Walata, par exemple, il a utilisé de l'aquarelle, alors que pour le livre My Type of Badia, c'était du feutre. Et les dessins sont également très différents les uns des autres. Donc si vous avez besoin d'un illustrateur, si vous avez besoin de faire un portrait, n'hésitez pas à le contacter parce que ce que vous voyez sur sa page Instagram, ça ne résume pas ce qu'il sait faire en fait. Il a vraiment un panel très très large. Je suis très heureuse de collaborer avec lui une fois de plus. Il a sublimé mon idée et j'espère que vous allez apprécier ce conte parce que c'est la première fois que je me lance dans un récit imaginaire. D'habitude, je m'en tiens à l'informatif, au factuel. Donc, j'attends vos retours. Je suis assez impatiente. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez trouver le conte Walata sur le site grandeurnoireédition.com. Bien évidemment, le lien est en barre d'infos. Deuxième et dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, merci à toutes les personnes qui me font des dons PayPal parce que c'est de vous que je dépends depuis que j'ai démissionné et que je m'adonne exclusivement au développement de Grandeur Noire et notamment à la préparation du documentaire. Donc vraiment merci de comprendre à quel point votre participation permet que le documentaire puisse voir le jour, me permet de travailler, de vous produire de plus en plus de contenu. Donc vraiment merci, merci, merci. Et merci aux personnes qui accompagnent leurs dons de messages tellement encourageants, qui démontrent leur soutien. Franchement, je ne peux pas tous vous répondre parce que je suis déjà tellement occupée avec 1 million de choses, à porter plein de casquettes toute seule, que le temps de réponse pour chaque personne, je ne l'ai pas. Mais je profite de cette vidéo pour vraiment vous remercier tous et vous dire à tous que je vois chacun de vos dons, que je vois chacun de vos messages, que je prends plaisir à les lire et que vraiment, ils m'apportent énormément de force. Donc, un grand merci à tous les donateurs. PayPal déjà, parce que c'est le plus urgent, et bien sûr la cagnotte. Les liens vers le PayPal et la cagnotte sont dans la barre d'infos, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais vous démontrer que le dancehall ne se résume pas à des paroles indécentes et à des danses érotiques. D'ailleurs, il faut bien comprendre que le dancehall n'est pas uniquement un genre musical, c'est une culture à part entière qui inclut énormément d'éléments culturels, donc des spécificités de langage, les tenues vestimentaires, les coiffures, certains codes sociaux, certains lieux. C'est vraiment tout un univers qui ne se limite pas à la musique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le dancehall est né dans le milieu des années 90 et en fait il s'inscrit dans la lignée des musiques jamaïcaines comme le ska, le mento, le reggae, le dub, le rocksteady, le ragamuffin. C'est vraiment, le dancehall c'est le dernier né.
plus récents, on va dire, des styles musicaux jamaïcains. Et à ce titre, c'est l'un des plus modernes. Donc, notamment en termes sonores, avec des instruments digitaux, des instruments électroniques qui n'existaient pas à la naissance du ska ou du reggae. Je fais juste une parenthèse pour rappeler que la musique jamaïcaine s'est créée dès lors que des Africains ont été déportés et qu'ils ont commencé à adapter des chants qu'ils connaissaient à leur réalité jamaïcaine dans les plantations. Ces chants qui étaient nés dans les plantations ont finalement pu se développer de plus en plus avec des instruments lors des abolitions de l'esclavage. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toute musique issue d'une société africaine, d'un peuple africain, est liée non seulement à la spiritualité, mais à la connaissance. Parce que dans les sociétés africaines du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, la musique est un instrument, est un outil de communication. Donc, nécessairement, cette musique est remplie d'un message. Ça peut être un message envers les ancêtres, les divinités, pour prier. Ça peut être un message pour délivrer des informations à la population ou à des personnes particulières, comme le cas des Djeli, par exemple, notamment dans l'Empire du Mali. Les Djeli, c'était les détenteurs de la connaissance, qu'on appellerait actuellement historiens, qui connaissaient la généalogie entière de l'Empire ou du Royaume, qui connaissaient les hauts faits historiques et qui les retransmettaient en musique. Donc la musique, dans toutes les sociétés africaines, s'accompagne d'un message, n'est jamais vide de sens. Et c'est exactement sur cette base africaine de musique messagère que toutes les musiques de la Jamaïque se sont développées. Et c'est là où l'on doit bien comprendre que le dancehall est né pour transmettre un message. Seulement, comme d'habitude, comme pour tellement d'autres genres musicaux, le capitalisme est venu infiltrer ces valeurs et avec les sommes d'argent qui ont commencé à affluer dans le milieu du dancehall, eh bien, les messages se sont dilués jusqu'à être complètement dévoyés de la mission originelle du dancehall. Là où le dancehall se démarque des autres genres musicaux jamaïcains, c'est qu'il porte une agressivité qu'on ne retrouve pas par exemple dans le reggae. Pourquoi cette agressivité? Je pense que le dancehall porte l'héritage direct de la lutte violente des marrons contre les esclavagistes. Et donc on va le voir tout à l'heure dans les messages, tout de suite le dancehall s'est inscrit dans la contestation, dans la rébellion, dans la révolte et ça a pris des formes assez agressives. Alors avant ça, il est important d'indiquer le contexte de la naissance du dancehall. On est dans la Jamaïque des années 90, comme je vous l'ai dit. La population noire, donc descendante des Africains, est très pauvre. Elle est en fait appauvrie parce que la Jamaïque est riche de beaucoup de ressources, mais comme un peu partout dans le monde, c'est une toute petite élite qui profite de ces ressources, qui est millionnaire ou milliardaire et qui exploite la population. Donc en fait, la configuration de l'esclavage, à savoir une petite portion de la population est blanche et profite de la main-d'œuvre de l'énorme majorité de la population qui est noire, eh bien cette configuration se retrouve après l'esclavage, puisqu'on a cette même élite descendante des colons, des esclavagistes blancs, cette même petite élite blanche, cette même petite portion de la population qui détient le pouvoir économique, qui détient les meilleures terres. Donc, ils ont les commerces, ils ont les grandes enseignes, ils ont les stations essence, ils ont les supermarchés. On connaît, c'est exactement la même histoire qu'aux Antilles avec les béquets. Cette petite élite contrôle totalement les ressources de l'île, qu'elles soient touristiques ou autres. Et l'énorme majorité de la population qui est noire continue de se faire exploiter, c'est-à-dire de travailler pour les descendants des esclavagistes qui les exploitent, qui ne les payent pas à leur juste valeur, qui ne les respectent pas et surtout qui les privent de certains droits, qui les ghettoisent, qui les placent en dehors des centres économiques dans des ghettos. Donc on est dans cette Jamaïque des années 90 qui est
profondément pauvres, misérables. La population n'a pas les moyens de s'acheter une radio ou une télé. Donc finalement, il se crée un endroit où on peut écouter de la musique, où on peut danser sur la musique, on peut profiter de la musique. Ça s'appelle le dance hall, c'est-à-dire la salle de bal. Et ce sont ces bals qui vont être organisés d'abord de façon hebdomadaire, le samedi soir ou le vendredi soir ou le dimanche soir. Ce sont ces bals qui vont faire émerger ce qu'on appelle les DJ et les selecta. Et ce qu'il y a de particulier avec le dancehall par rapport aux autres musiques jamaïcaines, c'est que ces salles de bal se sont improvisées itinérantes. Parce que les gens des quartiers étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient souvent pas de moyens de transport, ils ne pouvaient pas se déplacer très loin de leur quartier pour pouvoir se divertir. Donc il fallait que ce soit le divertissement qui vienne à eux. Du coup, le DJ qui joue la musique, le selecta qui anime au micro, eh bien, ont déplacé leur matériel. Ce sont eux qui ont commencé à déplacer leur matériel, notamment les enceintes, les platines, etc., dans différents quartiers chaque semaine. Donc, il n'y avait jamais de bal au même endroit 2 fois consécutives. À chaque fois, ça voyageait d'un quartier à un autre. Et cette façon de se déplacer, eh bien, ça a donné lieu au nom Sound System. Donc, on est passé de dancehall, qui était le nom... En fait, le dancehall, c'était le nom du lieu où on écoutait la musique et on dansait. Dance hall, salle de bal. Ce nom de lieu est devenu Sound System pour démarquer le fait que ces DJ et selecta se déplaçaient, étaient itinérants. Alors, plusieurs particularités au sound system. La première, c'est qu'il se pratiquait en plein air, non pas dans une salle, parce que, encore une fois, population pauvre, les organisateurs n'avaient pas les moyens de louer une salle et la population n'avait pas forcément les moyens de payer une entrée non plus. Donc, ça se passait toujours en plein air, première particularité. Deuxième particularité, c'est que les sound systems étaient une école. C'était véritablement un centre d'enseignement. Où en fait, quand on y allait, oui, on se divertissait, oui, on se détendait, on se défoulait sur la musique, mais on apprenait certaines choses. Déjà, ça donnait les nouvelles de l'actualité. C'était une sorte de JT, en fait, de l'époque, où on donnait tous les faits d'actualité à travers les musiques. Et d'autre part, on véhiculait des valeurs, des revendications et même une valorisation qui était extrêmement importante pour la population. Et là, le selecta avait une très grande importance. Le selecta, pour bien vous expliquer, il y a 2 stars, on va dire, 2 stars de la fête, c'est le DJ et le selecta. Ce sont vraiment ceux qui portent le sound system. Le selecta, on va dire que c'est l'enseignant, c'est lui qui fait le cours au public. Et le DJ, c'est le technicien du son, celui qui va agrémenter le message, l'intensifier le message avec les sonorités. Donc, le selecta du mot select, parce que c'est lui qui choisit les morceaux, c'est lui qui dit au DJ, ben voilà, après celui-là, tu me mets celui-là, s'il te plaît. Et également, c'est lui qui commente, qui explique, qui approfondit les musiques qui sont écoutées. C'est-à-dire qu'il va, en fin de compte, jouer le rôle d'intermédiaire entre le chanteur et le public. Il va expliquer le message du chanteur. Puisque bien évidemment, dans quelques paroles et quelques couplets, il n'y a pas tout le fond qui est forcément perçu. Donc lui va expliquer le fond de chaque chanson. Et c'est en cela qu'on peut le considérer comme l'enseignant de ce centre de formation qu'est le sound system, où va s'abreuver la population en termes d'actualité et d'information. Le selecta va également divertir. Donc de temps en temps, il va faire des blagues ou il va inviter des gens à danser devant les autres. Enfin voilà, il fait quand même, il assure une animation. Du coup, le rôle du selecta est véritablement très important puisque c'est lui qui donne le ton de la soirée. Donc le DJ, il va enchaîner les morceaux, il va assurer les transitions entre les morceaux, il va aussi s'occuper des effets sonores pour des fois intensifier l'émotion, intensifier ce qui est dit par le selecta. J'en profite pour envoyer un big up au selecta guyanais Kifta, Lala et Travis, qui sont d'une grande qualité mais surtout qui ont largement contribué à ma connaissance sur le milieu du dancehall,
à mon enseignement sur la culture dancehall. Alors, il est important aussi pour la suite que je vous explique la dancehall queen. Littéralement, ça veut dire la reine de la piste de danse. Et en fait, pourquoi reine? Parce que c'est une championne du coup de rein saccadé, des déhanchés sensuels et des figures acrobatiques. Et c'est un véritable personnage en fait, c'est-à-dire que la femme, avant d'arriver dans le sound system, c'est une femme lambda, mais une fois dans le sound system, elle a ses atouts, ses attraits de dancehall queen, que ce soit la tenue, le maquillage, la coiffure, la gestuelle, l'attitude. Et là, elle rentre dans un personnage qui est véritablement un personnage de spectacle. Et ce personnage est à la fois admiré et à la fois craint par les hommes. Alors admirée pour le pouvoir de son bassin et pour tout ce qu'elle sait faire en termes techniques de danse, mais également crainte parce qu'elle peut humilier tout homme à tout instant. C'est-à-dire qu'elle peut choisir un homme et puis danser avec lui, et si lui n'est pas à la hauteur de son niveau de danse, eh bien c'est l'humiliation pour lui. Donc finalement, la femme noire jamaïcaine qui est écrasée à la fois par sa couleur, par la discrimination de sa couleur de peau et à la fois par la discrimination du sexisme, elle prend sa revanche dans le sound system avec ce personnage puissant, et notamment elle prend sa revanche sur les hommes puisque c'est elle qui a le contrôle. C'est elle qui choisit son partenaire de danse, c'est elle qui choisit combien de temps elle danse avec lui, c'est elle qui choisit si elle veut changer de partenaire de danse. Elle a le pouvoir total, et notamment celui de montrer qu'elle a une puissance supérieure à celui de l'homme, notamment en matière de danse. Donc finalement, la dancehall queen, par essence, c'est la revendication féministe, c'est la réappropriation du pouvoir de la femme par rapport à l'infériorisation que les hommes lui imposent, mais c'est également la réappropriation du pouvoir par rapport à elle-même en tant que femme, le pouvoir qu'elle a d'exister comme bon lui semble et non pas selon les dictats de la société. Et justement, c'est pour reprendre ce pouvoir que la dancehall queen est particulièrement extravagante. C'est-à-dire que le concept de dancehall queen est venu se mettre en opposition des codes sociaux des Européens. C'est-à-dire que selon la petite élite blanche, il fallait être subtil, sobre, raffiné. La dancehall queen a décidé que le beau, l'esthétique, le bien, c'est elle qui allait le redéfinir et non pas la société blanche qui allait lui imposer. Donc du coup, la dancehall queen est arrivée avec tout l'inverse des codes européens. C'est-à-dire que là où il fallait être une femme silencieuse et raffinée, eh bien elle est bruyante, elle est extravagante. Là où on lui imposait d'être sobre pour être respectable, eh bien la dancehall queen va sortir des cheveux colorés, des tenues clinquantes, des bijoux énormes. Et c'est totalement délibéré et réfléchi. Le but étant de devenir l'antithèse de la bienséance et des dictats européens. Donc finalement, même la dancehall queen, au-delà des chanteurs qui s'inscrivent dans la révolte, comme on va le voir tout à l'heure dans leur message, la dancehall queen aussi, donc la femme jamaïcaine, s'inscrit aussi dans la rébellion avec ce personnage de la dancehall queen qui se met en opposition totale des normes européennes qu'on veut lui imposer. Et élément très important dans sa rébellion, c'est que la dancehall queen va se dénuder pour se démarquer justement du fait que pour être une femme respectable, il faut être le plus couverte possible à l'époque. Et donc c'est ainsi que de plus en plus, la dancehall queen va porter des shorts courts, des jupes très courtes, des hauts aussi très courts. Et ça va donner lieu à la naissance du style que Patra va populariser à l'échelle internationale. Mais Patra a en fait repris les codes qu'elle a vus elle-même en son système en Jamaïque.
Donc finalement, la dancehall queen est très importante dans la culture dancehall puisque elle s'inscrit comme une révoltée, comme une militante contre l'assimilation européenne. Donc elle aussi a pris part au combat en Jamaïque contre l'oppression. Et à noter aussi que finalement la dancehall queen s'inscrit comme une protectrice de la tradition puisque la plupart des mouvements, et là je parle des années 90, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans l'actualité. La plupart des mouvements que la dancehall queen pratiquait dans les sons de système, c'était des mouvements qui appartiennent à la tradition africaine et qu'on retrouve en Tanzanie, qu'on retrouve au Cameroun, au Sénégal. Les Africaines ont été déportées mais ont gardé, malgré les centaines d'années de déportation, des éléments de culture, ont préservé ça et ça s'est retrouvé dans les mouvements des dancehall queens des années 90. Donc même là, elles ont gardé leur identité africaine. Donc véritablement, la dancehall queen est à percevoir comme une guerrière qui mène une lutte pour protéger la culture africaine de l'hégémonie occidentale. Bien évidemment, avec le culte de l'image, Internet et des grosses sommes d'argent et le capitalisme qui investit de grosses sommes d'argent, eh bien, la dancehall queen a été dévoyée, que ce soit son essence originelle qui était de se démarquer justement de la société blanche, de la société occidentale, ou que ce soit le fait qu'il y avait un message derrière son personnage, qui était un message de résistance, qui était un message militant, eh bien tout ça a été complètement dilué et surtout, eh bien ce personnage de la dancehall queen a été carrément usurpé, approprié par d'autres communautés. On va le voir en fin de vidéo, notamment en Asie et en Europe. Alors maintenant que vous avez compris les incontournables de l'univers dancehall, c'est-à-dire le sound system, le DJ, le selecta, la dancehall queen, on va pouvoir passer au message des chanteurs. Alors la musique dancehall, originellement, c'est une musique qu'on ne retrouve que dans le sound system. Ce n'est que plus tard que cette musique va conquérir les radios et ensuite la télévision avec les clips. Mais au départ, cette musique est totalement enclavée dans les milieux les plus défavorisés de Kingston. Alors comme cette musique s'adresse à la couche sociale la plus pauvre, la plus oppressée, eh bien qu'est-ce qu'on retrouve comme message, comme sujet de prédilection? La dénonciation de la corruption, qu'elle soit politique ou policière. Party, but at the same sad song them a play. Mr. Bruce, Mr. PG. This is just a couple questions from a DJ. Question: Kingston make no AK. Question: who gun come in a GA? Who won the war from the airport, the docks and the beer? La dénonciation de tout un tas de problèmes socio-économiques. Wanna talk to the MPs, the opposition leader. Them a prime minister. Cut back on school fees, better jobs we need. Make sure this one register. Oh, wanna leave with no alternative but for Agono. Kidnap Yagono, hard and Shagono. To the youths and think positive, make them the Bagono. Leviticus 2013, on the Fagono. Till we get justice when I stop Nagono. Stop push around, give we breeze on the Agono. Poor people rappers, me label and Tagono. Mais surtout, la valorisation des défavorisés. Le dancehall, c'est un peu le Robin des Bois des pauvres de la Jamaïque qui vient finalement sauver l'honneur, sauver la valeur des personnes qui sont méprisées toute l'année par l'élite. Donc on va vanter par exemple les mérites de la débrouillardise, c'est-à-dire de ces gens qui cumulent des emplois ou qui même parfois doivent s'adonner à des activités illicites pour s'en sortir, pour survivre. En gros, on va valoriser tout ce qui est méprisé pour compenser justement cette infériorisation par l'élite. Et c'est là où le dancehall prend une très grande importance et se répand rapidement, devient incontournable. Et contrairement à des musiques douces comme le reggae, qui appellent à la paix, qui appellent à l'unité, à l'amour, à
à l'union entre les peuples, eh bien là, le dancehall se démarque totalement en étant virulent. Donc les chanteurs pointent directement les responsables de l'oppression. Ils expliquent de façon très directe et évidente dans leurs chansons la domination européenne, les conséquences de cette domination et qu'en fait, la situation misérable de la grande majorité de la population jamaïcaine est due à la présence et à la domination des Européens en Jamaïque. Donc voilà, cette musique vraiment met l'accent sur la domination économique, sociale et politique en Jamaïque par les Blancs. Elle met en évidence également les droits qui ne sont pas respectés et les abus policiers notamment. Et puis, chose très importante, c'est que le dancehall joue le rôle de loupe, c'est-à-dire que les chanteurs décrivent leur quotidien. Donc contrairement à actuellement où la plupart des chanteurs, quels que soient les genres musicaux, s'inventent des vies, eh bien là, ils décrivaient véritablement un quotidien qui était le leur. And let me ask you this, you know what hungry is? Well, in this part of town, survival is my will. For you to stay alive, you got to rob and kill. Look into my house, would you live in there? Look me in the eyes and tell me that you care. Well, I made up my mind to end up in the mob. Right now I'd rather die, come on and live like dog. Look down on my shoes, can you see my toes? The struggle that we live, nobody really knows. Stop and ask yourself, would you live like that? And if you had to then, you would have bust gunshot. Look into the schools, tell me how you feel. You want the kids to learn without a proper meal. Then what you have in place to keep them out around. If them drop out of school, them out the bus, them gone. Donc, absence d'éducation de qualité, absence d'école de qualité, absence de système de santé, notamment d'hôpitaux ou de dispensaires dans leur quartier, des problèmes d'hygiène, puisque dans beaucoup de quartiers ghettoisés, il n'y avait pas l'eau courante, l'absence d'opportunités professionnelles, puisque bien évidemment, par rapport à la discrimination raciale, eh bien, la population noire n'a pas accès aux postes à responsabilité, aux postes très bien payés. Elle se retrouve avec des emplois de domestiques, des emplois d'éboueurs, des emplois au plus bas de l'échelle qui payent très peu, qui ne permettent pas d'évolution. Alors on remarque qu'en Jamaïque, comme au Brésil et dans la plupart des territoires qui ont été colonisés par les Européens, eh bien, il y a encore ce schéma, notamment dans les années 90, de la hiérarchisation sociale par la couleur de peau, par la race. On est africain, on est pauvre, on a accès à très peu de choses, voire rien, et on a juste le droit d'être misérable et de survivre dans le fin fond du ghetto. On est blanc, on a accès à l'université, aux meilleures écoles les plus prestigieuses, à des diplômes, à des fonctions politiques, à des opportunités financières, etc. Ça, c'est le cas partout. Antilles, Guyane, Cuba, Saint-Domingue, Haïti, c'est partout pareil. Par contre, il y a une particularité en Jamaïque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, la Jamaïque a été pendant longtemps pour les commerçants esclavagistes anglophones la première escale en provenance de l'Afrique. C'est-à-dire que pendant la traite négrière où on capturait des Africains et qu'on les déportait par bateau dans la Caraïbe et en Amérique, eh bien, la Jamaïque, par rapport à l'itinéraire, c'était la première escale. Qu'est-ce qui s'est passé justement du fait que ce soit la première escale? C'est que tous les Africains captifs les plus turbulents, les plus incontrôlables étaient abandonnés en Jamaïque. C'est-à-dire ceux qui provoquaient des mutineries sur les bateaux, ceux qui tentaient de s'échapper, de tuer l'équipage, etc. Une fois qu'on les capturait, qu'on les maîtrisait, on les abandonnait en Jamaïque. On considérait qu'on n'arriverait pas à les vendre, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres destinations. Donc ça a donné un taux très élevé de rebelles africains sur cette île. Ces captifs rebelles, qui étaient-ils? Très souvent, c'était des guerriers Ashanti. Il se trouve que à cette époque-là, le commerce du côté du Ghana actuel, donc c'était le royaume Ashanti, les captifs venaient essentiellement de là pour les anglophones. C'est ce qu'on appelait la Côte d'Or. Du coup, ce royaume Ashanti, il faut savoir que le peuple Ashanti, c'est un peuple guerrier extrêmement puissant. Donc,
les guerriers qui étaient capturés ne se laissaient pas faire, ni sur le bateau, ni après. Ces guerriers ne sont pas restés dans les plantations parce qu'encore une fois, leur tempérament ne leur permettait pas de supporter la soumission de l'esclavage. Donc beaucoup d'entre eux se sont échappés, par exemple la reine Nani, et ces guerriers extrêmement téméraires qui ne supportaient pas l'emprisonnement et la soumission, eh bien, ils quittaient les plantations, ils s'enfuyaient dans les montagnes de la Jamaïque qui sont très luxuriantes, très hautes, et ils ont combattu pendant 300 ans l'esclavage en étant libres. Et ils ont été très nombreux, on parle de plusieurs dizaines de milliers de ce qu'on appelle les maroons, donc les marrons qui ont marronnage, donc qui se sont enfuis de l'esclavage, qui sont enfuis des plantations. Ces marrons ont été des dizaines de milliers à résister pendant 300 ans contre les esclavagistes, à aller libérer aussi les autres captifs africains des plantations et à faire une véritable guerre militaire contre les envahisseurs blancs, contre les colons blancs esclavagistes. Retenez bien cette information parce qu'en fait, c'est là que ça définit tout le contexte du dancehall. C'est-à-dire que les chanteurs de dancehall, qui sont bien évidemment les descendants de ces résistants-là, les descendants de ce peuple Ashanti, guerrier, solide, téméraire, qui ne se laisse pas faire, eh bien ces chanteurs vont reprendre les codes de la résistance des marrons. Mais vraiment une résistance à tous les niveaux. C'est-à-dire que les chanteurs de dancehall vont résister culturellement à travers la langue, en s'exprimant en patois. C'est-à-dire que le patois, c'est la langue que les Africains ont développée en Jamaïque pour rejeter l'anglais, rejeter les langues coloniales, les langues des esclavagistes. C'est l'équivalent de ce qui est appelé vulgairement créole. Eh bien, cette langue qu'ils ont créée, ils ont préféré l'utiliser, elle, plutôt que de s'assimiler à l'esclavagiste et au colon et d'adopter la langue du colon. Les chanteurs jamaïcains se sont emparés de cet héritage langagier et ont utilisé cette langue dans leurs chansons plutôt que l'anglais, qui est quand même, on le rappelle, la langue officielle en Jamaïque. Donc déjà, premier point de résistance, la langue. Les chanteurs jamaïcains de dancehall ne s'exprimaient, et beaucoup encore, ne s'expriment que par le patois jamaïcain. Il y a également le côté militaire qui est totalement repris par les chanteurs de dancehall. Ça commence par leurs noms de scène qui sont tout le temps en rapport, soit avec la guerre, soit avec la mort, soit avec le fait d'être un assassin. Ce n'est véritablement pas un hasard qu'il y ait autant de noms de chanteurs avec un rapport à la guerre. Et cet héritage militaire, il n'est pas que dans les pseudonymes, il est aussi dans les tenues de scène. Énormément de chanteurs arborent des tenues militaires. C'est récurrent, c'est même incontournable en fait. Et en plus d'avoir le pseudonyme qui invoque la guerre, d'avoir une tenue militaire, en plus très souvent la gestuelle, elle aussi, qui accompagne les chansons, eh bien, ce sont des imitations d'armes à feu, ce sont des imitations de combat, ce sont des gestes très agressifs. Et même au-delà de la gestuelle, même les mimiques qui sont utilisées, c'est-à-dire les bruits que font les chanteurs pour accompagner leurs paroles, eh bien, beaucoup se rapprochent d'explosions ou de tirs. On connaît par exemple le boom kaboom de Bounty Killer. Kaboom! Wild in the building! Kaboom! Stop it! Calm down! Well, no. Kaboom! Donc voilà, les chanteurs imitent des grenades, imitent des bombes, imitent des projectiles, imitent des mitraillettes dans les bruits qu'ils font avec leur bouche.
ils portent des tenues militaires, ils ont des noms en rapport avec la guerre. Et alors, dans les chansons, le champ lexical, le vocabulaire qui se rapporte à la guerre est omniprésent. Déjà, beaucoup de quartiers défavorisés de la Jamaïque et particulièrement de Kingston ont été surnommés avec des noms de zones de guerre comme Gaza, Tel Aviv, Borderline. Borderline, c'est l'équivalent de la tranchée, c'est-à-dire là où se déroulent les affrontements. Donc, il y a beaucoup de quartiers de Kingston qui sont surnommés selon des zones de guerre. Déjà pour mettre un peu l'atmosphère dans laquelle la culture dancehall baigne, une atmosphère de violence due à l'oppression. C'est une guerre entre les oppressés et les oppresseurs. Lorsque le dancehall émerge, on va retrouver tout de suite énormément de termes dans les chansons qui se rapportent à des armes, qui se rapportent à des scènes de combat, qui se rapportent à des propos menaçants. Et, à la différence d'aujourd'hui, ces propos menaçants étaient dirigés vers le système, vers le gouvernement, vers les oppresseurs. Tandis qu'aujourd'hui, le dévoiement du dancehall fait que malheureusement, ces propos agressifs sont tournés vers la communauté même du dancehall, vers la communauté noire. Donc finalement, c'est un combat interne, alors qu'au départ, c'était un combat des défavorisés vers l'élite. Alors parmi les termes militaires les plus utilisés, on va retrouver des noms de fusils, des noms d'armes, donc AK-47, M16, Uzi, etc. On va également retrouver les termes, on va retrouver le terme grenade, explosion, bombe, artillerie, canon, etc. Et pourquoi autant de termes qui se rapportent aux armes? Tout simplement parce que les chanteurs mettent en image, à travers les paroles, leur combat, leur guerre contre le système qui les oppresse. Donc voilà, il y a cette violence verbale dans les paroles qui se rapportent à la guerre, il y a les tenues de scène qui se rapportent à la guerre, il y a les noms des chanteurs qui se rapportent à la guerre, il y a la gestuelle sur scène qui se rapporte à la guerre. Tout ça, c'est l'héritage direct des marrons jamaïcains, c'est-à-dire les Africains du peuple Ashanti spécialement, qui ont été déportés en Jamaïque, qui se sont rebellés contre l'esclavage, qui se sont enfuis et qui ont mené une guerre pendant 300 ans contre les esclavagistes. Les chanteurs jamaïcains se sont emparés de cet héritage et l'ont transformé, l'ont modernisé à travers des paroles, à travers des tenues, à travers des attitudes. Le deuxième aspect où les chanteurs jamaïcains ont repris le flambeau de leurs prédécesseurs marrons, c'est qu'ils se sont inscrits dans une lutte pour la justice et pour la liberté, exactement comme leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'avant que les chansons deviennent, comme elles le sont aujourd'hui, des apologies du crime, du divertissement à outrance, de la sexualité dépravée, avant ça, le message était soit de valoriser les défavorisés, soit de dénoncer le système qui oppresse et d'expliquer en quoi consiste l'oppression. Alors, je vous le disais tout à l'heure, au départ, les chanteurs de dancehall exprimaient leur réalité, parce que c'est une réalité qui était recouverte, qu'on ne voulait pas voir, du moins le reste du monde et l'élite jamaïcaine ne voulaient pas voir. Donc, ils recouvraient ça d'un écran pour l'ignorer en fait. Et cette voix du peuple à travers le dancehall s'est fait entendre et a fait entendre ses réalités. Puisque ce peuple opprimé et défavorisé n'avait pas accès aux plateaux de télévision pour raconter comment se passait la vie dans les ghettos. Ils n'avaient pas accès aux interviews radio. Qui allait les inviter en fait pour raconter ça? Donc c'est à travers le dancehall que ces voix oppressées ont pu être exprimées. Et d'ailleurs, beaucoup de chanteurs se sont revendiqués comme voix du peuple. C'est le cas par exemple de Bounty Killer qui a gagné le surnom de gouverneur du peuple pauvre, gouverneur des gens pauvres. Pourquoi gouverneur? Parce que, eh bien, c'était le représentant. Il avait une telle façon de valoriser les défavorisés et d'expliquer la réalité des ghettos jamaïcains qu'il a acquis cette position d'être le porte-parole des personnes
affamées, des personnes complètement écrasées par les abus, par le profit, par l'exploitation. Mais en plus, il explique les rouages de la criminalité qu'on reproche aux défavorisés. Dans la chanson Look into My Eyes, Bounty Killer explique que s'il doit braquer quelqu'un pour lui prendre son sac à main, pour lui prendre sa bague ou pour lui prendre sa voiture, c'est son seul moyen de survie. Il n'a pas d'autre option. La société ne lui a pas laissé d'autres options. C'est soit il se trouve une arme et il va voler, braquer, soit il meurt de faim, la bouche ouverte dans le caniveau. Donc voilà un peu ce qu'expliquent les chanteurs de dancehall au départ quand le dancehall émerge. Et c'est d'ailleurs parce que le dancehall s'inscrit dans l'agressivité, dans la violence, dans la guerre, qu'au départ, il y a essentiellement des hommes. Et quand les femmes vont intervenir, ce ne seront pas sur des sujets de guerre, ce seront sur des sujets d'émancipation de la femme, sur des sujets de revendication féministe, mais on ne va vraiment pas retrouver les femmes dans le champ lexical de la guerre et dans des attitudes de guerrière. C'est venu très récemment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est là aujourd'hui avec cette qualité de dancehall très faible, qualité très faible parce que plus tellement de messages sensés, porteur de sens, porteur de valeur. Aujourd'hui, le dancehall porte essentiellement autour du divertissement, que ce soit à travers la femme et la sexualité, que ce soit à travers les fêtes, que ce soit à travers l'alcool qui est promu, que ce soit à travers... soit on est dans le divertissement à outrance, soit on est dans une violence intracommunautaire, donc entre gangs de Kingston ou bien entre chanteurs, entre personnes noires en fait. Toute l'agressivité qui était dirigée vers l'élite blanche, vers les oppresseurs, les exploiteurs, les profiteurs, a réussi à être retournée contre la population qui a créé ce moyen de défense. Et au final, le dancehall est devenu une arme de division et d'opposition au sein même des ghettos, au sein même des populations pauvres et marginalisées de la Jamaïque. Comment ça s'est produit aussi vite? Puisque le dancehall est né dans les années 90, on n'est qu'en 2021 et ça n'a plus rien à voir avec le début. Tout simplement avec des afflux d'argent très importants. Parce que ce qui était au départ une vocation, c'est-à-dire que la personne, le chanteur ou la chanteuse, avait du talent et devenait connu, célèbre par rapport à son talent. Parce que sa chanson plaisait dans le son système, était jouée de plus en plus. Comme c'était incontournable dans le son système, les radios reprenaient la chanson. Et puis ensuite, il y avait des gens qui se proposaient pour produire le chanteur, lui permettre de faire des clips qui vont à la télé et ainsi de suite, des featuring, des collaborations internationales, etc. C'est comme ça que des chanteurs comme Bounty Killer, Patra, Shabba Ranks ont pu avoir une carrière internationale, faire des featuring avec de grandes stars américaines parce qu'ils ont été repérés pour leur talent. Aujourd'hui, ce n'est plus le talent qui détermine le succès, c'est l'argent. Peu importe si la chanson plaît, peu importe si la chanson est jugée bonne, la chanson va passer partout parce que quelqu'un a les moyens de payer pour mettre la chanson partout. Et à ce moment-là, on crée des chanteurs, on crée des célébrités, on crée des succès auprès de personnes qui n'ont pas nécessairement de talent. Le talent à l'époque du début du dancehall, c'était quoi? C'était écrire sa chanson soi-même. Être prolifique, ça veut dire qu'on n'écrit pas une seule chanson par an. C'était aussi avoir des messages, quand bien même le sujet est commun parce que tout le monde reprend les mêmes sujets, avoir un message qui se démarque dans la façon de dire les choses ou dans le flow ou dans la voix. À l'époque, il existait une diversité dans les voix et dans les flows. Quand on prend Red Rat, ça n'avait rien à voir avec Goofy, ça n'avait rien à voir avec Daniel Eggs ou avec General Degree ou avec Chico ou avec Buccaneer.
Donc à chaque fois qu'on entendait un chanteur, déjà on pouvait l'identifier parce qu'il était original et ensuite il apportait quelque chose de nouveau. Contrairement aujourd'hui où c'est tellement standardisé que parfois on n'arrive même pas à reconnaître en fait qui chante. On sait pas définir qui chante parce que les voix se ressemblent, même les couplets se ressemblent. Bon, en gros, la qualité a baissé. Toute personne qui n'a pas remarqué ça, toute personne qui est contre cet état de fait, c'est une personne qui n'a pas connu le dancehall des années 90 et du début des années 2000. Alors, quand le dancehall a été connu au niveau international, ça a été à double tranchant. Puisque oui, ça a permis à des personnes très pauvres de s'enrichir, de sortir de la misère et de faire sortir avec elles énormément de personnes de la misère, donc les chanteurs, leur entourage. Mais en contrepartie, l'argent a pris le pouvoir. C'est l'argent qui a dirigé, ce n'est plus l'inspiration. Ça veut dire que les chanteurs, de plus en plus, à partir des années 2000 et jusqu'à nos jours, les chanteurs, désormais, font des chansons pour gagner de l'argent et non pas pour répandre un message. Le but n'est plus la mission d'être utile à sa communauté, d'être le porte-voix de sa communauté. Le but principal aujourd'hui, c'est d'amasser de l'argent rapidement et énormément. C'est ce qui guide en fait la plupart des artistes dancehall jamaïcains désormais. Forcément, si ce n'est plus l'inspiration qui guide, clairement la qualité du message ne sera pas la même. Ça donne des refrains extrêmement courts, extrêmement insipides et vides. Finalement, on est sur des sonorités qui vont faire danser, des sonorités qui seront faciles à retenir, mais on n'est plus sur du sens. Et du coup, le fait de vouloir gagner de l'argent absolument aussi a fait basculer le dancehall dans le divertissement parce que plus les gens vont vouloir danser sur les musiques, notamment en soirée, en concert et autres, plus les gens vont consommer cette musique. Donc du coup, on part sur le fait de faire danser. Peu importe les paroles du coup. D'autre part, il y a autre chose aussi qui a perverti la mission du dancehall, c'est que lorsque les clashs sont apparus, c'est-à-dire les affrontements entre artistes, eh bien, ça a eu tellement de succès auprès du public que c'est devenu presque obligatoire pour un artiste de dancehall d'avoir au moins un clash avec un autre artiste. Et là, ça a enfermé la musique dancehall dans un cercle de violence interne, où, comme je vous le disais, la violence n'était plus dirigée vers l'extérieur de la sphère africaine, l'extérieur de la sphère des opprimés. La violence restait en interne. Les clashs, eux aussi, ont rapporté beaucoup d'argent. Il y a la mise en scène, donc on est invité dans des concerts et puis on se bat sur scène. Ça fait du spectacle, les gens en parlent, les journaux en parlent, on est invité sur les plateaux télé pour s'expliquer, ça fait le buzz, ça crée aussi des occasions de faire des chansons l'un contre l'autre, les chansons sont consommées. Donc vraiment, le clash, c'est un gros revenu financier pour les chanteurs jamaïcains. Quand ils l'ont remarqué, ils se sont tous jetés dessus en fait, ce qui a renforcé cette violence
interne. Et la violence a malheureusement débordé au-delà du champ artistique, au-delà du virtuel, puisque quand on se clash avec des paroles, ça reste encore virtuel. Non, là, ça a débordé parce que les fans de tels chanteurs se sont affrontés avec les fans du chanteur adverse qui clashait et se sont affrontés avec des armes. Donc, pour citer un clash très célèbre, celui de Vybz Kartel et de Mavado qui a duré des années. Ça a provoqué des centaines de morts à Kingston, de jeunes qui se sont affrontés avec des armes à feu parce qu'ils ont pris au premier degré, ils ont pris au sérieux cette guerre lyricale entre artistes. Et ce qui est terrible et triste, c'est qu'au lieu de diriger finalement cette lutte contre les oppresseurs, eh bien, une fois de plus, la communauté noire est tombée dans le piège de s'entre-déchirer, de s'entre-tuer. Pareil, la dancehall queen a été totalement déformée et dénaturée, puisque les concours qui se sont installés, on va dire, au début des années 2000, il a commencé à y avoir des concours de dancehall queen. Vu le succès que ça a eu dès le départ, en Jamaïque, puis au Japon, puis aux États-Unis, puis partout dans le monde, eh bien, ça a attiré encore une fois beaucoup d'argent. Et encore une fois, l'essence de la dancehall queen a été totalement corrompue par l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il fallait faire des choses de plus en plus extrêmes. Et finalement, on s'est éloigné de la tradition africaine, on s'est éloigné des danses africaines, on s'est éloigné des traditions qui, à la base, étaient revendiquées. Donc voilà, le dancehall qui, dans les années 90, est né pour être informatif, pour être constructif, pour être valorisant, pour venir aussi en défense de la population exploitée. Eh bien, ce dancehall, aujourd'hui, se retrouve totalement superficiel, totalement vidé de ses messages originels. Donc aujourd'hui, on va retrouver plusieurs catégories. Il y a les gal lyrics. Malheureusement, ils ne valorisent plus la femme et sa puissance. Ils valorisent la femme objet, c'est-à-dire que dans ces chansons-là, on va retrouver le désir sexuel de l'homme et on va retrouver tous les fantasmes que l'homme attend de la femme. Il va décrire tous ces fantasmes de façon détaillée en exigeant que la femme réponde à ces fantasmes. Ça, c'est les gal lyrics. You see the two balls of so that me love with the big black hood in your throat, cause I dung in your throat. Just let me come in your throat. My cocky must touch your tongue. You couldn't talk till Jesus come. Open up your mouth and suck for me who till me come. Bend your back, me dig out your boom boom. Rev me, rev out your boom boom. Cock it up and me dig out your boom boom. Corner me girl, me dig out your boom boom. Bend your back, girl, wind up your boom boom. Rev me, rev out your boom boom. Bend over, baby, man, take it out, put it in, recharge. Touch your clitoris, now lunchtime, bend down, slide till the knees crack. Squirt on the body till it wash for like seaside. Brace on the body, now rock it off. Give me your tight pum pum, I'ma fuck it ya. Long stiff body with the nutty part. Come bend down, grab the body and suck it off. Il existe quelques exceptions, comme par exemple QQ, qui continue beaucoup de valoriser la dancehall queen comme à l'époque, c'est-à-dire à mettre en avant ses compétences artistiques
et sportive, à mettre en avant sa résilience, à mettre en avant sa force face aux difficultés du quotidien, de la misère. On a ce genre de chanteurs qui arrivent encore à défendre le pouvoir et la valeur de la femme. Mais alors, ils sont noyés dans le reste des chanteurs qui, eux, s'adonnent purement à la femme objet, qui reste uniquement un outil nécessaire pour réaliser les fantasmes de l'homme. Ensuite, il y a les party lyrics, c'est-à-dire les chansons qui font une apologie incroyable de la fête. Il faut faire la fête, la fête, la fête, du lundi au lundi, la fête du matin au soir, la fête. Voilà, donc là, on a aussi une vraie niche dans laquelle se sont engouffrés énormément de chanteurs. Donc parmi les plus gros hits, on peut citer Summertime de Vybz Kartel ou bien Party Shot de Popcaan. Et là encore, ce sont des chansons qui rapportent énormément d'argent parce que dans ces chansons-là, les chanteurs très malins citent des noms de fêtes bien précises. Donc ils touchent de l'argent, c'est comme de la promotion, comme de la publicité. Et en plus, ils sont joués dans ces fêtes-là. Et ce sont des fêtes où il y a des milliers de personnes. Donc très souvent, quand ils citent ces noms de fêtes qui sont des fêtes annuelles, eh bien, ils sont invités à chanter. Voilà, donc ça fait des cachets. On a également les gun lyrics, où là, c'est l'apologie du meurtre et du crime. Mais malheureusement, comme je vous disais, c'est le meurtre et le crime entre noirs, entre descendants de marrons, entre pauvres, entre gens de la même condition, entre cousins, entre frères et sœurs, entre personnes du même quartier. Voilà, donc c'est la guerre interne, c'est l'apologie de la guerre interne, les gun lyrics, où là, chaque chanteur va essayer de prouver qu'il est le plus méchant, le plus dangereux, le plus assassin. Et puis, ce qui était avant la pure description de la réalité du ghetto s'est transformé en espèce d'imaginaire hollywoodien où là, il y a des chanteurs qui n'ont pas du tout de vie criminelle, qui n'ont pas du tout, même des fois, de vie pauvre ou difficile, et qui s'improvisent des gangsters, qui s'improvisent des parrains de la drogue ou qui s'improvisent des rôles comme ça de criminels. Et là, ils vont tomber dans les gangsta lyrics. Là, ce genre de chanson explique que vraiment, pour réussir sa vie, il faut être un gangster, il faut avoir une mitraillette, il faut tuer des gens, il faut livrer je ne sais combien de kilos de cocaïne. Voilà, c'est ça les gangsta lyrics. Et malheureusement, ça fait un tort incroyable aux mentalités des jeunes qui arrivent et qui pensent qu'effectivement, si je ne peux pas trouver un travail, si je ne peux pas obtenir un diplôme, je vais aller tuer quelqu'un, je vais aller vendre des kilos. Voilà. Donc là, on n'est plus dans la conscientisation comme on pouvait l'être dans les années 90 ou quand Bounty Killer chantait Look into my eyes ou bien Sufferer, c'était pour alerter l'opinion publique sur la gravité de la situation des gens appauvris et exploités en Jamaïque. C'était pour alerter. C'était aussi pour rendre transparente la situation de l'oppression qui régnait en Jamaïque. Mais là, dans les gangsta lyrics, on n'est plus dans ça, là. On a quitté les alertes et l'information. Là, on est vraiment dans le fait de valoriser le crime gratuit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les nouveaux chanteurs se jettent sur ce qui marche et qui rapporte de l'argent. Donc voilà, en une seule vidéo, je ne pourrais malheureusement pas expliquer tous les mécanismes qui ont permis de saboter l'essence du dancehall, la valeur du dancehall, la puissance du dancehall. Mais clairement, c'est une machination qui est délibérée, qui est préméditée, qui est très réfléchie par l'élite blanche. D'accord? On ne va pas se mentir, c'est elle qui détient l'industrie musicale mondiale. C'est elle qui décide d'injecter de l'argent où, à qui, comment, c'est eux. Donc à partir du moment où ils arrivent dans un secteur et qu'ils investissent massivement, ils choisissent dans quel type de paroles, dans quel type d'artistes ils investissent. Ça crée à chaque fois un effet ventouse,
puisque lorsqu'on voit que un artiste fonctionne très bien en utilisant tel et tel ingrédient, tous les autres artistes derrière vont imiter et reprendre les mêmes ingrédients pour eux aussi essayer de faire leur place. Et puis on va donner de plus en plus de place à des artistes qui ont imité avec les mêmes ingrédients jusqu'à ce que finalement on n'ait plus que ça et qu'il n'y ait plus de visibilité sur les autres qui restent authentiques par rapport à l'identité que portait le genre musical. C'est exactement le même processus dans le rap américain. La même chose. On a choisi Nicki Minaj qui avait certains ingrédients. Aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte que ces ingrédients ont été repris à l'infini et que toutes les personnes dans lesquelles l'industrie musicale injecte de l'argent répondent aux mêmes ingrédients. Toutes les femmes actuellement qui dominent l'univers du rap ont les mêmes ingrédients. Chirurgie esthétique, faux cheveux, maquillage à outrance, propos obscènes, exhibition pornographique, apologie du matérialisme et du consumérisme, personnification de la femme objet et j'en passe. Donc au final, ce qui se passe aujourd'hui pour le rap, qui est complètement dénaturé, quand on reprend le rap des années 90, quand on regarde les morceaux d'aujourd'hui, c'est même pas la même musique, quoi. Et ben c'est la même chose pour le dancehall. Le dancehall des années 90, quand on reprend les chanteurs, leur talent, leur message, et qu'aujourd'hui on prend dans la foulée n'importe quelle chanson, ça n'a plus rien à voir, ça devrait même porter des noms différents en fait. Donc l'argent c'est une chose, il vient corrompre l'essence émancipatrice et rebelle du genre musical, mais il y a un deuxième danger qui vient s'ajouter, qui est là carrément un danger de destruction massive, c'est l'appropriation. Donc je vous ai parlé de l'appropriation dans ma vidéo précédente, mais alors le dancehall, il est attaqué de toutes parts. Ça a commencé par le fait que de plus en plus de chanteurs de dancehall n'étaient plus issus du milieu défavorisé, alors que c'est une musique qui est née dans les milieux défavorisés pour les personnes défavorisées. Donc déjà, on a mis en avant comme icône des personnes qui ne venaient pas de milieux défavorisés, qui venaient de milieux plutôt aisés, comme par exemple le chanteur Conscience. Ensuite, il y a eu des personnes qui n'étaient plus noires, alors que c'est essentiellement une musique pour défendre les noirs et pour parler des problématiques des noirs. Donc on a eu une infiltration qui d'abord était derrière la scène avec des producteurs, des beatmakers, etc., qui n'étaient pas noirs, et ensuite de plus en plus de chanteurs qui n'étaient pas noirs. Donc forcément là, déjà, au niveau porte-parole, c'est mort. Clairement, c'est pas des personnes issues de la bourgeoisie et blanche qui vont venir chanter des propos qui défendent les Noirs et qui racontent le quotidien des Noirs et qui vont se poser en porte-voix des Noirs. Et là, il y a une attaque massive de la dancehall queen. Elle est appropriée par tout le monde, que ce soit les Coréens, les Japonais, les Russes, les Arabes, les Mexicains, les Américains. Tout le monde reprend la dancehall queen. C'est une appropriation, pourquoi? Parce que la dancehall queen jamaïcaine, la dancehall queen noire, est mal perçue. Elle est considérée comme vulgaire, comme exubérante, enfin... Voilà, on va lui accoler les pires défauts. Ces danses, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas du sport, c'est clairement de la sexualité, de la pornographie, ça n'a pas lieu d'être. Par contre, quand on a des femmes russes qui font les mêmes mouvements sur les mêmes chansons, là tout à coup ça devient un sport acrobatique respecté, ça devient des danseuses de haut niveau, ça devient des professionnels. Ces personnes-là sont payées une fortune pour donner des masterclass. Ces personnes-là sont invitées dans des médias de renom et ces personnes-là bénéficient du respect. Donc, la dancehall queen jamaïcaine méprisée, mais toutes les autres personnes qui reprennent son concept de danse, d'attitude, de tenue vestimentaire, de coiffure, de bijoux. Ces personnes-là, parce qu'elles sont blanches, elles bénéficient de respect.
y compris venant de la population noire. On regarde que dans les concours internationaux de dancehall queen, eh bien, beaucoup d'entre eux, il n'y a pas une seule noire. C'est très grave. Il y a des concours internationaux où vous allez retrouver même des hommes pour le concours de dancehall queen, qui est normalement un concours réservé aux femmes. On va retrouver des hommes, mais il n'y aura pas de femmes noires. Et on aura des Russes qui vont gagner, des Allemandes, des Coréennes, sauf des Noirs. Toujours est-il que c'est un blanchiment très grave. Donc quand je vois des personnes de la communauté noire qui vont prendre des cours pour apprendre à danser le dancehall et qui vont prendre des cours auprès de professeurs blancs ou blanches, on a un problème là dans la communauté. On a créé ce genre musical, on a créé la danse et ensuite on paye les autres pour nous enseigner ce que eux ont appris de nous. Ça a l'air tout à fait superficiel comme problème, le fait que il y a des dancehall queens blanches. Ce n'est pas superficiel, ce n'est que le prémisse de la dépossession qui va arriver dans les 5, 6, 7 prochaines années. Et un jour, dans 20 ans, nos petits-enfants croiront que le dancehall est blanc, que les dancehall queens sont blanches, que les blancs, ce sont eux qui ont développé cette danse, qui ont développé ce concept de dancehall queen. Je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil sur ma vidéo précédente, elle est en lien dans la barre d'infos, sur l'appropriation pour bien comprendre ce mécanisme qui est très dangereux pour la communauté africaine, qui fait énormément de tort. Alors je le redis, en tant que consommateur, puisqu'on consomme la musique d'une manière ou d'une autre, en tant que consommateur, nous avons tous un pouvoir et donc un rôle à jouer sur le fait de soit soutenir l'appropriation par les autres, soutenir le dévoiement de certaines musiques, de certaines valeurs, soit au contraire de lutter contre par le boycott. On a cette responsabilité, on a ce pouvoir, on a cette possibilité. À nous de savoir, je le redis, à qui on accorde notre soutien. Le soutien, ça veut dire à qui on s'abonne. Est-ce qu'on s'abonne à quelqu'un qui s'approprie la culture des autres sans jamais accorder de crédit, sans jamais reverser une compensation financière, qui exploite et qui profite? Est-ce qu'on s'abonne à ce genre de personnes? Est-ce qu'on va payer des cours pour apprendre de ce genre de personnes? Voilà. Donc, le soutien, c'est à qui on s'abonne, qu'est-ce qu'on like comme contenu, qu'est-ce qu'on regarde, à qui on accorde ses vues, à qui on accorde son argent, dans quoi on place son argent. On a un pouvoir de consommateur, on a un pouvoir pas seulement financier, mais en termes d'attention et de crédit que l'on accorde aux uns et aux autres. Ce qui veut dire que si on se désintéresse, on se détourne de musiques qui n'ont plus de valeur et que au contraire, on accorde toute notre attention, tous nos financements à des artistes qui ont des messages et qui véhiculent des valeurs positives et élévatrices, en quelques années seulement, on pourra voir un changement extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Donc l'intérêt de cette vidéo, j'ai pris le cas du dancehall, j'aurais pu prendre le cas du rap parce que c'est très similaire comme histoire. J'ai pris l'exemple du dancehall parce que c'est ma musique de prédilection, donc j'ai plus de connaissances dessus. Mais l'idée de cet épisode, c'est de nous permettre à tous de mieux discerner, de mieux comprendre les mécanismes qui nous dépossèdent, les mécanismes qui nous utilisent, les mécanismes qui détruisent ce qu'on met en place, nous, la communauté noire, pour s'en sortir et s'élever. C'est-à-dire que quand une musique comme le dancehall se crée dans l'idée de véhiculer des informations, de rendre l'estime de soi à toute une population, quand on a ce genre de précieuses créations et qu'on les laisse être complètement détruites
par le capitalisme et par l'appropriation, eh bien, on se laisse déposséder d'outils qui sont extrêmement importants pour notre émancipation. Parce que la musique, l'art, ça fait partie aussi des outils d'émancipation. Donc voilà, je conclus sur le fait que il est très important que l'on préserve nos richesses, qu'elles soient intellectuelles, historiques, mais aussi musicales, que l'on préserve nos créations, que l'on veille sur elles. Alors c'est vrai que je n'ai pas pu faire le tour de tout ce que j'aurais voulu vous dire, mais j'espère que vous allez retenir l'essentiel, à savoir que il faut se souvenir du dancehall, en tout cas originel, comme étant un outil d'instruction, comme étant un véhicule de valeurs positives pour les opprimés, pour les descendants d'Africains qui ont toujours lutté pour leur liberté. Ce qui en a été fait aujourd'hui, nous avons une grande part de responsabilité. À chaque fois, on tombe dans le piège de l'argent qui coule à flot et on se laisse complètement détourner de la mission initiale. Donc vraiment, mon message de fin, c'est, s'il vous plaît, que ce soit notre génération ou celle qui arrive, il faut que l'on puisse apprendre à déjouer les pièges pour garder les outils qui nous renforcent, les outils qui nous libèrent, les outils qui nous permettent de nous organiser et d'être soudés. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'attends de savoir dans les commentaires comment vous perceviez le dancehall avant cette vidéo. Ça m'intéresse énormément. Et puis, encore une fois, pour terminer, je vous invite à rémunérer mon travail sur PayPal. Les petits dons font de grandes différences, donc pas besoin de mettre une fortune. 1 euro, 2 euros, 3 euros suffisent largement. Si chacun s'y met, si toutes les personnes qui appuient sur like ou qui regardent la vidéo et qui l'apprécient et qui apprennent des choses mettent 1 euro, je vous assure que le mois prochain, je mange sans problème tout le mois. Donc voilà, merci d'avance pour les dons PayPal, merci pour votre soutien, merci pour les partages et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Every time you hear another gun pop, and next you drop, I mean not like that. Every time you hear a next gun pop, I mean not like that. Take it up, hold on. Hey, send best you me. Take it up. One more. Yo, me father. Walk to some boy with a policeman in water. Carry them, Manchester. Gonna stick and stick a shot and stick in a boy. Look up some.